Bonjour à tous et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 4e édition du Salon de la Finance. Ce matin, nous allons traiter le sujet de la finance durable, qui est donc un sujet qui est assez controversé parce qu'on confond du coup un peu entre mythe ou réalité. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une problématique qui sera donc notre trame tout au long des débats. Et donc la problématique est la finance durable. La finance peut-elle être durable et responsable? Je vais donc laisser la parole à Jasser, donc, qui co-anime avec moi, qui va donc présenter nos intervenants. Donc oui, afin de répondre à cette problématique, nous serons accompagnés de spécialistes sur le sujet. Marie-Laure Bourra-Bernier, cofondatrice du Social Impact Solutions à la Société Générale, visant à la conception et à la création d'une méthodologie innovante de financement durable utilisant la finance mixte. Ladislas Paszkiewicz, directeur de la communication financière chez Total. Sarah Labbé, cofondatrice des acteurs de la finance responsable qui aident les institutions financières et les entreprises à s'engager en faveur du développement durable. Et Christophe Révelli, professeur associé de finance responsable et directeur du MSc Sustainable Finance à Kedge Business School. Marie Clouvel, présidente de Transactions, et moi-même, Jasser Najil, nous occuperons d'animer cette table ronde. Super, merci Jasser. Donc pour commencer cette table ronde, je vais commencer par vous poser une première question pour définir et poser un peu un cadre du débat. Donc pour commencer, qu'est-ce que la finance socialement responsable par rapport au modèle financier traditionnel? Je vais donc laisser parler Christophe Révelli, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, monsieur. Ouais, excusez-moi, j'avais mis le micro sur mute. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation, pour cette table ronde. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous tous aujourd'hui sur ces sujets sur lesquels moi je travaille depuis plus de 10 ans maintenant. Exclusivement en enseignement, également en recherche auprès des entreprises et également au point de vue académique. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que la finance socialement responsable par rapport au modèle traditionnel financier? Alors déjà, on a une galaxie des termes. Depuis historiquement, on parle de finance verte, on parle de finance d'impact, de finance durable, de finance socialement responsable, d'investissement socialement responsable. Ça donne un peu une nébuleuse de termes. Bon, il y a un consensus aujourd'hui pour expliquer que au-delà de la terminologie, parler de durabilité en finance, de soutenabilité en finance, dire intégrer des critères qui ne sont pas financiers dans les décisions d'investissement. Donc, on va parler de critères extra-financiers ou ESG, c'est-à-dire on va regarder l'entreprise sous un autre prisme, qui sont les critères ESG, c'est-à-dire les critères environnementaux, les critères sociaux et de gouvernance, c'est-à-dire on regarde comment se comporte l'entreprise sur ces critères. Et l'intérêt de l'investisseur, il est double, c'est-à-dire déjà essayer effectivement de répondre à ces enjeux, puisqu'il y a une demande forte, je dirais, des parties prenantes, de vouloir aller sur ces sujets. Puis on va aussi parler des sujets sociétaux. Donc effectivement, il y a déjà un premier prisme, c'est de regarder les pratiques de ces entreprises pour essayer de comprendre comment on peut sélectionner les bonnes pour régler les enjeux des objectifs de développement durable, contribuer à ça. Et le deuxième, c'est intégrer de nouveaux risques, je dirais, dans l'identification des risques globaux d'une entreprise, c'est avoir de nouveaux signaux qui vont permettre de comprendre quels sont les risques environnementaux, sociaux, de gestion managériale, de gouvernance, etc., de transparence des business ethics, models, etc. Comprendre si ces nouveaux risques sont matériels, c'est-à-dire s'ils ont un effet, un impact sur le risque financier, le risque économique de l'entreprise. Donc, ces stratégies, elles existent dans le monde des sociétés cotées, de l'investissement dans les sociétés cotées ou non cotées également. Et donc, on essaie de comprendre le comportement des entreprises d'un point de vue des grands enjeux, c'est-à-dire d'un point de vue macro, des ODD, comment elles se comportent sur les enjeux climat, biodiversité, gestion de l'eau, déforestation, transition juste, etc. Et ensuite, on les regarde aussi dans leurs pratiques type, donc d'un point de vue, on l'a dit, ESG, c'est-à-dire d'un point de vue plus micro, c'est de comprendre comment elles se comportent. Donc voilà, en gros, à quoi correspond, selon moi, le modèle de la finance responsable, la finance durable. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Peut-être, Marie-Laure, vous auriez quelque chose à rajouter, peut-être sur le côté un peu plus social?
Alors effectivement, moi de mon côté, j'ai un focus plus sur les aspects sociaux. La question, c'était qu'est-ce que la finance socialement responsable? Et Christophe Révelli a parfaitement répondu de façon très pédagogique. Donc j'ai sans doute, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il y a un aspect risque, effectivement, pour la banque. Ces enjeux présentent des aspects de risque si le marché chinois est fermé à H&M, à Nike pour des questions sociales, de coton, de minorités ouïghours. C'est un gros marché, donc il y a une vraie notion de risque pour les banques. Il y a aussi au niveau des investisseurs un effet labellisation, savoir que certains critères sont remplis. Vous avez tous entendu parler, je pense, de la taxonomie européenne qui aujourd'hui s'adresse plutôt aux sujets environnementaux et pourrait être élargie, c'est prévu dans le texte, aux aspects sociaux. Donc, on devrait voir effectivement cette myriade de termes un petit peu évoluer. Et puis, il y a ensuite les business et les business models de certains de nos clients, notamment dans la banque, que nous voyons changer vers aussi des aspects qui étaient parfois de la RSE, vers des vrais business models à dimension sociale. Et de mon côté, c'est plutôt là-dessus que je travaille au quotidien et qui est une tendance assez nouvelle. Bien, merci. Dans vos définitions, on entend beaucoup cette dimension de risque, donc des enjeux très risqués. La finance durable est censée répondre à des enjeux très risqués. Ça donne une sorte de dimension d'urgence peut-être dans le phénomène et de passer à la finance un peu plus durable. Sarah, peut-être? Merci beaucoup. Effectivement, bonjour à tous. Déjà, je vous accueille. Effectivement, je m'aligne complètement sur les définitions qui ont été présentées par Christophe et Marie-Laure, puisque ce grand sujet de la finance responsable, il sort bien entendu pas de nulle part. On a eu des raisons importantes qui ont fait que la finance a commencé à se poser ces questions. Effectivement, le premier risque, c'est le risque climatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est, je pense, tous d'accord autour de la table que voilà, l'enjeu climatique est un véritable enjeu, qu'il y a une responsabilité de l'homme dans cet enjeu, de nos modèles économiques, et puis par ailleurs que nos ressources restent limitées. Aujourd'hui, on a créé de la valeur sur des ressources finies. À un moment, on ne sait pas quand, peut-être dans 50, dans 100 ans, dans 200 ans. Peut-être dans 10 ans, malheureusement, pour certaines ressources, on n'en aura plus. Et effectivement, je pense que le premier axe, c'est celui-là, c'est celui de mesurer nos risques. Alors après, la question, c'est peut-être de quels risques on parle. Il y en a plein, il y en a énormément. On pourrait passer des heures à tous les citer. Si on veut en prendre quelques-uns sur le climat, je pense qu'il est important de commencer par parler des risques de transition et des risques physiques. C'est ceux qui sont les plus faciles à appréhender. Le risque de transition, c'est se dire, si demain on doit complètement changer notre modèle économique, ça va forcément impacter la façon dont les business models des entreprises fonctionnent, ça va forcément impacter l'emploi, ça va forcément impacter plein de choses. Et donc, il y a un risque, en fait, de transiter très lentement comme de transiter vite, finalement. Il faut être capable de le mesurer dans les deux cas et de voir quel impact cette transition, elle peut avoir sur les modèles économiques, sur la stabilité du système financier. Et bien entendu, si on continue sur cette question de changement climatique, le deuxième risque, celui qui est le plus facile à appréhender pour le grand public, pour les assureurs, c'est le risque physique. C'est de se dire, demain, s'il y a une augmentation des catastrophes naturelles, s'il y a une augmentation du niveau des océans, on va être peut-être obligé de déplacer des centres de production, ça a un coût. Pour vous donner un exemple, si on prend la ville de New York, ils travaillent actuellement sur un énorme plan de restructuration, on entend vraiment de la ville en tant que telle, puisqu'elle n'est pas du tout conçue, elle n'a pas été bâtie pour vivre dans un monde avec 1 mètre ou 2 mètres de plus du niveau des océans. Donc finalement, ça engendre des enjeux immenses, extrêmement importants, et dans lesquels le système financier, dans son rôle d'investisseur, dans son rôle de financeur du système économique, a forcément une carte à jouer. En tout cas, on se doit, en tant que financier, de prendre en compte tous ces enjeux-là, d'être capable de se projeter à moyen long terme, parce qu'aujourd'hui, finalement, en tant que financier, on est sur la première ligne du champ de bataille, finalement, parce que si demain, les entreprises à qui on prête font défaut, font faillite, si demain, elles ont des difficultés à nous rembourser, ou si demain, elles n'arrivent plus à faire autant de chiffre d'affaires qu'elles en faisaient avant parce que le consommateur évolue, parce que la réglementation évolue, ça aura forcément un impact pour nous, financiers,
Et donc, bien entendu, ça justifie que la finance se transforme et prenne en compte tous ces enjeux. Après, si on regarde de façon un petit peu plus large, on vient de se parler du prisme risque, mais il n'y a pas que ça finalement. Il y a le prisme du risque, c'est évident, c'est la façon la plus évidente d'agir, la plus efficiente, c'est le risque, mais il n'y a pas que ça. On a aussi d'autres raisons. On a la question des opportunités. Aujourd'hui, au-delà d'un système qui se transforme, il y a aussi de grosses opportunités pour les institutions financières à percevoir, comprendre, prendre en compte ce changement de modèle pour adapter et innover, pour pouvoir saisir des opportunités de financement sur de nouveaux marchés, pour encourager de la création économique qui a un impact positif sur la société. C'est aussi une autre façon de projeter notre métier. C'est quelque chose de plus optimiste finalement. Moi, j'aime bien voir aussi le verre à moitié plein. Et effectivement, là-dessus, on a sur ces opportunités plein de choses à faire. Et enfin, le troisième aspect, évidemment, c'est celui de la régulation. Marie-Laure, vous parliez il y a quelques instants de cette question de la taxonomie. Effectivement, c'est le premier texte qui vient en premier quand on parle de réglementation en ce moment. Il y a aussi la réglementation disclosure. Il y a plein d'autres. Il y a la régulation benchmark. Bref, il y a plein de choses qui se font aujourd'hui et qui font que la finance est en train réellement de se transformer dans sa façon de travailler. Et voilà bien une raison, du coup, qui va faire qu'on va changer nos modèles. Pour certains, peut-être un peu à contre-pied de ce qu'on attendait, mais finalement, c'est en train d'arriver, ça a lieu. Et donc, à partir de là, à nous de jouer pour être plutôt moteur plutôt que de subir. Ça semble évident en tant qu'institution financière, en tant qu'investisseur, de se positionner de ce côté-là. C'est toujours un petit peu plus positif. Et enfin, pour terminer sur cette question de risque à nouveau, je souhaiterais aussi vous interpeller un instant sur cette question dont on parle pas mal en finance aujourd'hui et qui est une notion qui émerge, qui est celle des stranded assets. Donc, qu'est-ce que c'est les stranded assets? C'est des actifs bloqués. C'est aujourd'hui tout un tas d'actifs. Quand on investit dans des projets à 15-20 ans, par exemple, sur des projets, on parlera peut-être un petit peu de projets pétroliers. Bon, si en tant que banque, j'investis aujourd'hui, mais que demain, il y a des régulations qui empêchent l'acteur pétrolier de travailler, finalement, tous ces actifs qu'on a financés, alors ça peut être du matériel, ça peut être des espaces, ça peut être des centres de production, eh bien, ils vont être complètement dévalorisés. Et demain, moi, en tant que banque, c'est un risque. En tant qu'investisseur, si demain, j'ai financé des actifs et qui sont complètement dévalorisés et qu'on ne peut plus les utiliser parce que la loi a bougé, parce qu'il y a des choses, des externalités qui ont lieu, et forcément, ça me fait porter un risque supplémentaire. L'entreprise, elle aussi, a un risque. Et donc, collectivement, on est obligé aujourd'hui de discuter de tous ces aspects extra-financiers, d'en parler ensemble, de construire des nouveaux produits, des modèles financiers qui vont faire du sens dans le monde de demain. Et puis, voilà, d'essayer de se projeter un petit peu plus long terme. Voilà, un panel de raisons pour lesquelles le modèle est en train de changer et il est urgent que nous, on s'adapte. C'est la meilleure qualité qu'il faut avoir. C'est comme pour la nature, elle s'adapte beaucoup. Nous aussi, il faut qu'on s'adapte pour répondre à tous ces enjeux. Merci. Peut-être Monsieur Révelli, quelque chose à ajouter sur cette question? Votre micro, monsieur. Monsieur, le micro. Oui, toujours. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des cours en ligne, mais bon, parfois, on zappe un peu. Excusez-moi. Oui, alors, bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer de donner un complément à ce qu'a dit Sarah, qui est très complet et très juste, mais moi, j'ai envie de mettre un peu le focus sur... Moi, je travaille beaucoup en recherche sur ce qu'on appelle la financiarisation des écosystèmes terrestres. C'est-à-dire qu'en réalité, on a mis le focus depuis 40-50 ans sur un nouveau modèle économique qui est donc le capitalisme, donc le libéralisme, et qui s'est orienté même sur un capitalisme financier. Et la raison de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est aussi lié à la financiarisation des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on est rentré, et les climatologues le décrivent, sous le nom de l'ère de l'anthropocène. Alors l'anthropocène, c'est quoi? C'est la main de l'homme sur les systèmes terrestres, c'est-à-dire sur son activité. L'activité humaine a un lien sur et a un effet sur les écosystèmes. Donc, on le voit notamment à travers un graphique qu'on appelle la grande accélération. Et quand vous mettez en perspective, d'un côté, tous les indicateurs de développement socio-économique que peuvent être l'augmentation de la population, du PIB, la consommation d'eau, je dirais la consommation d'engrais, la consommation d'énergie primaire, etc., les transports, les télécommunications, tout ce qui fait développement socio-économique, et que vous mettez en perspective de l'autre côté l'évolution du système Terre, c'est-à-dire que vous regardez les émissions de gaz à effet de serre, alors on parle beaucoup du CO2, mais aussi les oxydes nitreux, le méthane, qui sont des gaz beaucoup plus lourds. Quand on regarde la perte en biodiversité, l'acidification des océans, etc., on s'aperçoit qu'ils évoluent de la même manière sur les 50 dernières années, c'est-à-dire de manière exponentielle. On a explosé, je dirais, les indicateurs socio-économiques depuis 50 ans.
en termes de consommation. Et l'évolution du système Terre, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde et on a une consommation de ressources qui est exponentielle. Donc, on arrive à corréler le fait que le modèle économique dans lequel on vit, son principal moteur de croissance, c'est l'extraction, c'est la consommation de ressources. Donc, pourquoi il y a urgence? Parce qu'aujourd'hui, on atteint des pics qui sont critiques. C'est-à-dire que, sur les 5 dernières années, on voit l'explosion. Et là, on se dit, si on continue sur ces modèles-là, on va arriver effectivement, pareil, tous les rapports du GIEC le disent, dans plusieurs scénarios, il y en a plusieurs, je ne vais pas tous les décrire, mais ou même les gens qui sont spécialisés dans les effets climatiques, etc., disent qu'on est plutôt aujourd'hui sur des trajectoires à 3 degrés. Or, l'objectif, c'est 1,5 degré à l'horizon 2100, pour rester dans des effets qui seraient gérables, tout en ne prenant pas en compte aussi le fait que dans les années à venir, on va mettre certainement du progrès technologique, des choses qui nous permettront de régler, on espère, ces soucis. Mais par contre, aujourd'hui, on est plutôt sur des trajectoires à 3 degrés. Et 3 degrés, c'est une catastrophe environnementale et sociale, puisque le corollaire, c'est que derrière, si vous avez une catastrophe environnementale, il y a toujours des populations qui en souffrent plus que d'autres. Donc, c'est le principe de ce qu'on appelle faire de la transition juste, c'est-à-dire faire en sorte qu'on a des populations qui sont toujours les plus impactées par le réchauffement climatique, par la déforestation, etc. Donc l'idée, c'est effectivement de se dire qu'il y a urgence. Et ce qu'on regarde, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle le Sustainable Finance Gap, c'est-à-dire on a un trou aujourd'hui qui existe en termes de financement pour résoudre ces problèmes d'objectifs de développement durable et de transition écologique. Moi, je parlerais même de reconstruction écologique, puisqu'on n'est plus du tout, pour moi, dans la transition. Il n'y a plus urgence sur la transition. Pour moi, il y a urgence sur la reconstruction. Maintenant, il faut vraiment s'engager très, très vite sur ces questions. Et plus vite que ce qu'on pense, même si on est dans un monde d'incertitude radicale en général, il faut y aller très vite. Donc, le Sustainable Finance Gap, c'est quoi? C'est de se dire qu'effectivement, on avait l'Union européenne, la Cour des comptes européenne qui avait estimé le financement à horizon 2030 de la transition écologique à plus de 11 000 milliards d'euros pour la zone européenne. Donc, c'est-à-dire plus de 1 000 milliards, à peu près 1 000 milliards par an. Or, on s'aperçoit dans le dernier rapport qui a été proposé par la Commission européenne, c'est de dire qu'on a un trou béant de 400 milliards par an qui manque pour financer les objectifs de développement durable au niveau de la zone euro. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a encore besoin d'efforts. Donc, ça va passer, comme l'a dit Sarah, par des régulations, par plus d'incitation, par plus d'accompagnement, de formation aussi. C'est ce que nous, on essaie de faire à Kedge avec nos étudiants dans le master dédié à ces sujets. Mais c'est sûr que la question de la régulation, elle va être hyper importante parce que sinon, le changement d'échelle ne se fera pas. Ça fait plus de 20 ans que la finance durable existe. Le trou, il est là. Et les enjeux, ils sont urgents, donc effectivement, il y aura certainement besoin aussi d'un engagement public. On le voit avec le Green Deal, mais il faudra faire des efforts supplémentaires, il faudra aller plus loin sur les leviers monétaires. Il y a beaucoup de questions qui sont mises sur la table aujourd'hui, mais voilà, l'urgence est là parce que les indicateurs, on a atteint des pics critiques qui nous font dire qu'effectivement, si on ne s'engage pas maintenant, ça va être certainement trop tard. Après, on va mettre trop de temps pour s'en sortir et je dirais que le coût de l'inaction aujourd'hui est beaucoup plus important que le coût de se dire effectivement si on doit s'engager, ça va nous coûter de l'argent, la transition va nous coûter de l'argent, mais je pense que le coût de l'inaction est encore plus important si on prend en compte effectivement la matérialisation des risques physiques et des risques de transition. Merci. Marie-Laure, peut-être sur cette question aussi. Votre micro, madame. Bon, on est tous les mêmes. On a parlé d'urgence environnementale et c'est vrai qu'il y a un financing gap. Je fais partie d'un département au sein de Société Générale qui travaille aussi au financement de la transition énergétique parce que du point de vue bancaire, on nous demande de financer des choses qui sont un petit peu différentes et qui du coup présentent des profils de risque qu'on avait moins l'habitude de prendre en compte, typiquement sur l'hydrogène. Bien sûr, l'hydrogène existe depuis des années, mais on commence à l'utiliser de façon plus large dans des véhicules. Comment est-ce qu'on finance un marché naissant sur lequel il n'y a pas encore énormément de véhicules, sur lequel on a peu d'expérience, nous, en tant que banque, pour savoir s'il y a vraiment un risque opérationnel ou pas qui se répercuterait sur les capacités de financement. Et en fait, tout ça, ça se reflète aussi sur un social gap financing. Donc, si je peux me permettre de faire la petite souris du social à nouveau pour élargir le débat. On a exactement le même type de problématique, c'est-à-dire que les régulations poussent à faire des choses nouvelles, la société
Les stakeholders nous demandent de plus en plus de regarder les aspects sociaux également. Et il y a, comme l'a dit Sarah, des opportunités. Et ces opportunités, c'est un peu triste, mais elles ont été peut-être quelque part encore soulignées par la crise sanitaire qu'on est en train de vivre au niveau mondial. Vous en avez tous entendu parler, aussi bien en France avec l'augmentation de la pauvreté, le décrochage scolaire. On a vu aussi les Indiens qui partaient des grandes villes pour retourner vers leur village avec rien à manger. C'est des gens qui ne gagnent pas assez, qui n'ont pas les moyens de vivre dans leur village d'origine. Donc, toutes ces questions sociales ont largement été mises en lumière par la pandémie. C'est peut-être triste d'un côté, puisqu'il y a des gens qui en souffrent partout, mais en même temps, ça a mis toutes ces questions à nouveau sur le devant de la scène. On voit qu'il y a le climat cette semaine qui a repris aussi avec les manifestations ce week-end. Et sans doute, tout ça permet de souligner en fait les opportunités. Mais sur le social, on a les mêmes problèmes que sur l'environnement, c'est-à-dire qu'on va être sur des retours sur investissement qui sont plus longs. Il faut souvent travailler avec des acteurs comme des NGO que les banques ont moins l'habitude d'analyser en termes de risque, aussi bien financier qu'opérationnel. Il n'y a pas forcément de génération de cash flow immédiate comme on pouvait le faire avant. On avait un champ de pétrole, on savait à peu près combien il y avait sous terre et combien on allait pouvoir financer. C'est beaucoup moins vrai avec le social. On touche à l'humain et tout ça, c'est aussi des questions, des équations en fait qu'on doit mettre dans nos analyses de risque pour créer des nouveaux produits. Peut-être que Ladislas veut dire quelque chose aussi sur la transition énergétique, parce que pour le coup, c'est un sujet très prégnant dans son entreprise. Oui, merci beaucoup. Ouais. Et merci de m'inviter et de permettre à Total, en tant qu'entreprise vraiment qui fournit de l'énergie, on a le sentiment, enfin on n'a pas le sentiment, on a la conviction qu'on est complètement au cœur du problème parce que les énergies fossiles, en fait, sont très fortement émettrices. Elles représentent une part significative des émissions mondiales. Et par conséquent, on est effectivement au cœur du problème, mais on considère aussi qu'on peut être, et on souhaite être, et on va être au cœur des solutions qu'on peut apporter dans cette transition d'énergie. Alors, il y a une question qui est importante, qui est de dire, bon, on a des actionnaires, et donc c'est pour ça que là, on est dans le domaine de la finance, et comment est-ce qu'on fait pour déjà, je dirais, assurer la confiance qu'on peut dans ce que l'on fait, la confiance de nos actionnaires. Et je pense qu'il y a deux grands aspects qui me paraissent être fondamentaux. Le premier, c'est que, vous savez que les actionnaires, ils n'aiment pas les surprises. En général, quand ils ne comprennent pas, quand ils ne savent pas, ils ont plutôt tendance à mettre un discount sur les valeurs. Et donc, il est important d'avoir d'abord une stratégie extrêmement claire et transparente. Et ça veut dire, pour une boîte comme nous, d'abord, il faut montrer ses ambitions. Et je pense que notamment dans cette transition énergétique, il faut montrer une vue à long terme en disant, écoutez, voilà comme nous, où est-ce qu'on veut aller. Et par exemple, en indiquant très clairement notre ambition d'arriver à une neutralité carbone à cet horizon 2050, on montre déjà là où on veut aller. Et évidemment, pour une société d'énergie, ce n'est pas si évident. Il faut reconnaître que les problématiques sont très différentes d'un secteur à l'autre. Mais il faut d'abord avoir une ambition. Et puis, je crois que pour être crédible vis-à-vis de nos actionnaires, il faut avoir des objectifs intermédiaires en disant, écoutez, voilà, nous, on a choisi surtout l'horizon 2020-2030 en disant, c'est un pas de temps qui est relativement long, mais néanmoins, ce n'est pas non plus 2050 où on rase gratis et on dit, voilà, vous inquiétez pas, tout se passera dans 30 ans. Non, c'est immédiatement que ça commence et avec des objectifs intermédiaires en matière d'émissions, par exemple pour nous, pour nos propres émissions, parce qu'en tant qu'industriel, on a des activités industrielles qui sont émettrices, mais également en fait des émissions associées à l'usage des produits qu'on vend à nos clients.
Donc, il y a cette dimension qui est très importante aussi, qui est de dire, il n'y a pas que vous, il y a aussi les clients et dont vous souhaitez faire évoluer les modes de consommation. Vous voyez qu'on rentre dans un domaine qui dépasse d'ailleurs celui de la pure entreprise, parce que c'est difficile pour nous de décider de la manière avec laquelle les clients vont consommer de l'énergie. Est-ce que ça va dépendre du développement de la voiture électrique, ça va dépendre de la motorisation des avions, bon, qui ne sont pas des sujets où on a la mainmise, je dirais, nous, en tant que groupe, mais néanmoins, ça nous intéresse beaucoup et bien sûr, on y travaille. Donc, il faut des objectifs intermédiaires. Et puis, je crois que c'est un truc très important, il faut des preuves. C'est-à-dire que c'est gentil de dire oui, non, mais on va se fixer des objectifs. Il faut être capable de prouver que ce que l'on dit, on le fait, que ce que l'on fait, on le dit, et que on est déjà embarqué dans cette transition. Et M. Révelli le disait, je pense, à très juste titre. La transition, non, c'est pas ça, c'est déjà la reconstruction. Vous voyez, donc il y a cette urgence qui nécessite d'avoir des preuves. Et en l'occurrence, pour nous, si on veut éviter tout risque de greenwashing, parce que tout le monde va vous dire, ah mais oui, mais vous, en fait, c'est votre intérêt de dire que, mais en réalité, où est la réalité? Eh bien, de pouvoir montrer que déjà, par exemple, depuis 2015, l'intensité carbone des produits qu'on vend à nos clients, elle a baissé de 8%. Alors, ça, on peut croire que ce n'est pas beaucoup, mais quand on regarde aussi ce qu'ont fait nos concurrents, c'est important de pouvoir se comparer. Donc, d'abord, il faut une stratégie claire et transparente pour attirer ou pour entraîner la confiance des actionnaires. La deuxième chose, qui est fondamentale, c'est qu'il faut proposer un modèle. Il faut proposer aussi de ne pas être dans le passé, de se dire, ah ben voilà, on se défend. Non, c'est pour moi, cette transition, elle offre des opportunités extraordinaires parce que, par exemple, le monde de l'électricité, et notamment de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, explose. Puisque si on veut atteindre 1,5 degré, la demande en électricité renouvelable doit graduellement d'ailleurs se substituer à l'usage du charbon, à l'usage d'autres fuels fossiles. Mais ça veut dire que c'est aussi une chance formidable. Et donc, de pouvoir se développer dans ce secteur, ce qui est, je donne l'exemple de Total qui indique que nous, on a comme ambition d'être parmi les 5 premiers acteurs mondiaux dans l'énergie renouvelable à partir de solaire ou de vent. C'est-à-dire, et on a d'ailleurs les moyens financiers à travers le cash qui est généré par nos activités traditionnelles, de pouvoir investir de façon tout à fait massive dans ces énergies nouvelles. Donc, de pouvoir proposer un modèle pérenne, rentable, où évidemment des actionnaires vont y voir de la croissance, de la rentabilité, et donc des opportunités d'investissement qui sont attrayantes, ça me paraît le deuxième aspect qui est fondamental. Et je crois qu'on ne peut pas opposer en réalité économie et écologie. On dit souvent ça, mais ça veut dire, si dans le fond, les développements aussi de la transition se passent, mais sans rentabilité, sans réelle économie, en réalité, ça ne va pas se passer, parce que les acteurs ne seront pas là pour pouvoir aller à la vitesse à laquelle il a été indiqué qu'il fallait aller pour pouvoir se développer. Donc, il est nécessaire que ces modèles de développement plus écologiques, moins carbonés, mais en même temps aient une réalité économique qui permette leur développement à grande échelle. Et le dernier point que je peux mentionner, parce que c'est Sarah qui l'a indiqué, et je crois que c'est très important, effectivement, c'est bien de s'assurer aussi que les actifs qui existent, si en définitive ils perdent de leur valeur à cause dans la durée de temps qu'en fait on n'en aura plus besoin, c'est les fameux stranded assets, il est important effectivement pour chaque entreprise, et on a fait cet exercice, de regarder mais au microscope tous les actifs que l'on a et de se dire, est-ce qu'on est sûr que en fait
la valeur qui est reflétée dans les comptes correspond bien à la valeur économique de ces actifs et qu'on n'est pas en train d'imaginer qu'en réalité, il y a une valeur résiduelle qui n'existe pas, qui n'existera pas parce que, par exemple, eh bien, je prends l'exemple des sables bitumineux au Canada qui ont des durées de vie extrêmement longues, mais qui en réalité probablement ne seront pas produits parce que justement, on aura trouvé d'autres solutions d'ici là plus économiques. Eh bien, on fait l'objet d'un ajustement de valeur dans nos comptes, par exemple, de façon à donner aussi une image fidèle de ce qu'il y a dans les comptes à nos actionnaires. Merci Ladislas. On voit bien du coup la nécessité d'une stratégie un peu en symbiose entre écologie et économie. Peut-être, Marie-Laure, voulez-vous plutôt intervenir sur l'aspect social qui est du coup moins quantifiable et qui est du coup plus difficile pour inspirer la confiance des actionnaires. Alors, merci Marie. Oui, alors l'aspect social, c'est toujours plus difficile à quantifier. Je dis, il y a de plus en plus d'entreprises, dont Total, qui publie sa méthode de calcul d'impact au sein de sa fondation et qui demande aux associations avec lesquelles elle travaille et qu'elle finance de fournir de l'impact social. Donc, il y a de plus en plus de mesures d'impact qui vont exister. On a là aussi un pull et un push, à la fois des obligations qui augmentent pour les entreprises en termes de publication et de disclosure. Et puis de l'autre côté, la société, que ce soit les actionnaires, les clients, les consommateurs, les organisations civiles, qui demandent de plus en plus de transparence et d'avoir des entreprises de plus en plus sociales. Je crois qu'on a eu un exemple assez intéressant ces dernières semaines avec l'éviction d'Emmanuel Faber. Je sais que Christophe Révelli a écrit un article en fait sur ce sujet, qui est une histoire intéressante parce que Danone s'était positionné comme étant une entreprise à mission. C'est pas la seule qui a intégré des objectifs sociétaux dans sa mission. Société Générale l'a fait aussi. Mais il y en a d'autres comme Essilor également qui ont pour but d'éradiquer la malvision d'ici 2050, par exemple. Mais Danone avait pas mal communiqué, créé Danone Communities, et puis à un moment, on se rend compte que parmi toutes les raisons qui ont poussé au départ d'Emmanuel Faber, il y a sans doute une certaine dichotomie, une certaine incompréhension entre un capitalisme traditionnel qui demande des retours sur investissement, des investisseurs de Danone Communities qui étaient montés comme des fonds qui demandent aussi un retour sur investissement, et puis des ratios d'un point de vue financier strict et traditionnel qui se dégradent et agacent un certain nombre de personnes. Il y a d'autres acteurs du fast-moving consumer goods qui travaillent beaucoup aussi sur ces aspects sociaux et sustainable, qui communiquent énormément dessus, que ce soit Mondelez, Unilever, ces gens-là le font et le font parfois avec des stratégies un petit peu différentes. Nestlé, par exemple, fait beaucoup de partenariats avec les pouvoirs publics lorsqu'ils travaillent sur leurs projets sociaux dans leur supply chain. Et puis, on en a d'autres comme Coca-Cola qui n'hésitent pas à dire qu'eux, ils intègrent verticalement avec des investissements dans certaines usines de recyclage ou de production de bouteilles de Coca-Cola en plastique recyclé. Donc, c'est des façons différentes de faire, mais qui montrent que ce n'est pas facile de convaincre ses actionnaires et qu'il y a encore pas mal d'antagonisme. Merci. Donc, ce qui en ressort, c'est que dans cette transition vers un modèle financier plus durable, il semble nécessaire donc d'essayer de donner plus confiance aux actionnaires. Et ainsi, cela peut peut-être passer par donc le classement et l'appréciation des entreprises. Ainsi, comment classer et noter les entreprises? Et voit-on l'émergence aussi de nouveaux indicateurs à ce sujet? Donc, Sarah, peut-être sur cette question? Bien sûr, avec plaisir. Merci d'abord à nos deux précédents
intervenant parce que je trouve les propos extrêmement justes. On arrive vraiment, je pense, à toucher du doigt le sujet. Et effectivement, une fois qu'on s'est dit tout ça, qu'on a conscience que les modèles économiques sont en train de bouger, qu'il faut se projeter au long terme, qu'on a des investisseurs à convaincre qui ne sont pas toujours tous très convaincus pour le moment que le long terme, c'est le sujet. Donc, comment on fait pour évoluer? Effectivement, peut-être que l'objet, c'est la data, finalement. C'est les indicateurs extra-financiers. Alors, Christophe le disait au tout début, le nerf de la guerre dans la finance durable, c'est ces indicateurs extra-financiers. C'est les indicateurs ESG, donc 3 piliers, l'environnement, le social et la gouvernance, qui font, pour faire très simple, le socle du développement durable. Il faut imaginer que sur ces fameux indicateurs, ça fait plus de 20 ans que ça existe. On a vu les premières initiatives de reporting chez les grandes entreprises à la fin des années 90, début des années 2000. C'est l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, des baskets Nike qui apparemment étaient fabriquées par des enfants, qui avaient beaucoup choqué le grand public parce qu'on réalisait soudain que ce début de mondialisation, de monde mondialisé dans lequel on vivait, générait des externalités qu'on ne pouvait pas percevoir en tant que consommateur. Et donc, finalement, c'était hyper dur intellectuellement, et c'est logique de se dire qu'on achète des baskets Nike à ses enfants et qu'en fait, elles sont fabriquées par d'autres gamins, évidemment. Et donc, les premiers sujets de reporting, ils sont nés à ce moment-là, de cette nécessité, d'abord d'un point de vue complètement facultatif, finalement, pour les entreprises, de produire de l'information extra-financière, de nous en dire plus sur les lieux de production, de nous en dire plus sur ce qui se passe sur les aspects environnementaux, sur la pollution, sur les aspects sociaux qui sont chers à Marie-Laure, effectivement. Et donc, ça a commencé un petit peu comme ça. Mais on s'est vite rendu compte, je pense, qu'il y a eu beaucoup d'initiatives faites aux quatre coins du monde. Je pense au GRI, mais aussi aux travaux qui ont été faits en France. La France s'est rapidement positionnée leader sur ces sujets avec le Grenelle, par exemple, aux alentours de 2010. Donc, il y a eu plein de choses qui se sont faites. Et encore aujourd'hui, on perçoit qu'il y a un réel manque de standardisation. Les pratiques américaines ne sont pas les pratiques européennes, qui sont elles-mêmes pas les pratiques asiatiques. On a du coup, en tant qu'investisseur, finalement, dans le cadre des limites, beaucoup de mal à analyser des boîtes qui peuvent être très différentes, avec des pratiques qui sont extrêmement parcellaires dans certains endroits du monde, et à l'inverse, extrêmement complexes et précis dans d'autres endroits du monde. Donc, la comparabilité est un peu compliquée, mais ça avance. Et la bonne nouvelle, c'est que ça avance, c'est qu'il y a des cadres réglementaires qui se construisent. Pour vous donner un exemple que j'aime bien, à l'époque où on a fait le Grenelle de l'environnement en France, on a eu toute une liste d'indicateurs qu'il fallait produire. Et puis ensuite, parce qu'on était français et qu'on était fiers de notre innovation extra-financière, on l'a porté à l'Union européenne, qui nous a permis, à partir de 2017, 16 ou 17, de pouvoir faire redescendre dans le droit national un règlement qui au départ était français, qu'on a embarqué toute l'Union européenne avec nous. Et puis quand on l'a réintégré en version européenne, on a perdu la liste de ces indicateurs parce que il y a des jeux de culture, des jeux de lobbyisme, on n'a pas tous le même niveau d'avancement d'un pays à l'autre. Et aujourd'hui, avec la réglementation NFDR, on est en train de revenir sur cette question, de se dire en Europe, finalement, on n'a pas une liste d'indicateurs claire. Et comme elle n'est pas claire, on a eu du mal à se comparer. Je vais vous donner un exemple très simple sur la comparabilité. Je regardais, je crois que c'était le mois dernier, justement, les travaux de Total sur du reporting extra-financier. Donc, je lisais le rapport RSE et j'en discutais dans le cadre d'un projet de R&D où on travaillait sur la comparabilité de l'accès à l'information. Et par exemple, on est allé chercher le bilan carbone. Je crois qu'on avait Total, Danone et Société Générale, justement. On vient de parler des trois à la fois. Donc, c'était vraiment, j'ai le bon panel pour vous dire ça. Et il nous a été extrêmement difficile, en tout cas, c'était pas simple, de retrouver cette information. C'était pas au même endroit d'un rapport à l'autre. C'était loin d'être possible d'être automatisé, par exemple. Alors, pour vous donner une idée, chez Société Générale, génial, ils m'ont envoyé un grand tableur Excel, il y avait 500 indicateurs, il y avait tout. Alors, c'était long de chercher pour trouver le bon, mais tout y était. Chez Total, il y avait les infos, mais elles étaient plutôt parcellaires, écrites dans un document PDF. Ensuite, j'ai trouvé un autre tableur Excel, mais l'info que je cherchais n'était pas dedans. Donc, je suis retournée dans le rapport RSE. Et puis enfin, chez Danone, j'ai réussi à trouver l'information, mais en fait, c'était un fichier PDF qui ressemblait à un tableur Excel. Donc, ce n'était pas le même fonctionnement. Demain, j'ai envie d'automatiser ça. Bon courage, hein, clairement. Malheureusement, c'est compliqué. Et donc, forcément, ça génère qu'il faut avoir des acteurs, des intermédiaires qui vont aller nous fournir cette donnée. Donc, c'est nos fameux providers de données, les fournisseurs de données extra-financières. Et bien entendu, pour un investisseur, ça coûte cher parce qu'il y a un travail de dingue à faire pour obtenir cette info et qu'elle atterrisse poliment
dans une base de données, dans un référentiel. Et ça, c'est un vrai défi aussi pour les institutions financières, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on sait noter les entreprises, on sait aller chercher cette donnée extra-financière, mais c'est un vrai effort pour l'obtenir, c'est un vrai coût. Et donc, voilà, à tous ceux qui m'entendent, je nous souhaite qu'on arrive à standardiser au maximum ces méthodes parce qu'on en a nécessairement besoin si on veut progresser, surtout dans un univers qui est de plus en plus régulé. Je vous parlais en début d'échange de cette réglementation qui est SFDR, donc plus communément appelée Disclosure, qui a été lancée, en tout cas, mais commencé à mettre en application depuis le 10 mars. Et cette réglementation, elle nous demande à partir de l'année prochaine de commencer à reporter sur des impacts négatifs, donc des indicateurs, des KPI très précis. Et aujourd'hui, nous, en tant que financiers, quand on parle avec nos fournisseurs de données, ils nous répondent désolé, mais les entreprises, pour l'instant, ces données, elles ne les publient pas. Donc, je ne peux pas vous les donner. Et vous ne pouvez pas répondre à vos obligations réglementaires en bout de chaîne. Donc, finalement, voilà, il y a quand même un énorme défi qui est celui de la data, qui est de la mettre en qualité. Parce qu'aujourd'hui, de la même façon, j'ai une donnée, elle n'est pas contrôlée en totalité par des commissaires aux comptes comme une donnée financière, donc elle est forcément un peu moins qualitative. Ça va progresser, bien sûr, mais elle est un peu moins qualitative. Elle est plus dure à obtenir. Il y en a énormément, bien entendu. Si vous allez chez Bloomberg, je crois ils référencent plus de 2000 ou 3000 indicateurs par boîte. Alors, ce n'est pas demain qu'ils réussiront forcément à tout remplir, mais ils y travaillent tous les jours. C'est gigantesque, donc, en termes de masse de données. Et donc, forcément, ça engendre un développement de nouveaux métiers, énormément de contraintes. Encore aujourd'hui, peu d'automatisation, ça viendra, on nous le souhaite, parce que vu la quantité de travail, il va falloir qu'on se fasse aider par la technologie. Et donc, finalement, du coup, tout un univers technologique qui se développe autour de ces sujets, avec, je pense, une grande tendance qu'on perçoit aujourd'hui, qui est qu'avant, on était dans un univers de notation. On se disait, j'aimerais bien avoir Total, est-ce que c'est un A, est-ce que c'est A-, est-ce que c'est B, est-ce que Société Générale, c'est du A+, ou bien du B-, etc. Et aujourd'hui, la tendance va vers un univers un peu différent, qui est plutôt de se dire, moi, en tant qu'investisseur, je vais noter moi-même l'entreprise, et donc ce que j'ai besoin, c'est des indicateurs bruts. J'ai besoin de connaître le scope 1, le scope 2 et peut-être un jour, je nous le souhaite, le scope 3 des émissions de CO2 et effectivement en plus l'intensité carbone par rapport au chiffre d'affaires et puis encore en plus de ça une évolution de ce carbone d'une année sur l'autre. Et toutes ces infos vont me permettre de me faire une idée précise de l'état de l'entreprise, justement du suivi de cette feuille de route dont nous parlait Ladislas tout à l'heure, pour que du coup, je puisse, en plus de cette feuille de route, la challenger année après année, pouvoir repérer les entreprises qui progressent, pouvoir aussi avoir des alertes quand il y a certaines entreprises qui n'arrivent pas à suivre leur feuille de route et être capable, en tant qu'actionnaire, d'engager la discussion, d'essayer de comprendre ce qui se passe, où est-ce que ça coince. Et enfin, bien sûr, aussi, grâce à toutes ces données, de pouvoir analyser enfin la question des données relatives vs les données absolues. C'est un exemple très simple, c'est-à-dire que j'ai beau financer des orphelinats aux quatre coins du monde, si de l'autre côté, je fais bosser des enfants, ça vaut zéro, finalement, ce sera forcément un impact négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on pollue à hauteur d'un impact sur le capital naturel extrêmement élevé. Et puis à côté, c'est pas grave, on plante des arbres. Il y a une vraie nécessité finalement d'avoir des mesures, d'observer le monde de façon tout à fait absolue, en acceptant que n'importe quelle entreprise aura toujours des impacts négatifs. C'est même la meilleure boîte qui fait les plus beaux panneaux solaires, elle a des impacts négatifs, forcément. Elle prélève à la terre une partie pour créer de la valeur. Mais en même temps, du coup, il faut qu'elle soit capable de compenser ces impacts, de les mesurer et qu'on sorte un petit peu de ce modèle où on se donne tous, on se tape sur l'épaule en se disant, on se met des bonnes notes, génial, cette année j'ai financé des assos, génial, cette année j'ai planté des arbres, pour passer plutôt dans un modèle, je suis honnête intellectuellement, je sais qu'il y a des choses négatives dans mon activité et c'est normal, encore une fois, il n'y a pas de quoi s'en cacher, il y a n'importe qui, le fait même d'être là sur Terre fait qu'on génère des impacts négatifs, mais du coup, comment je les comble? Comment je mesure ma quantité d'impact négatif vs ma quantité d'impact positif? Et comment on essaye, comme ça, de trouver un équilibre dans nos modèles économiques, sachant bien entendu qu'il reste au fond, malheureusement, quelque chose dont on a tous confiance et qu'on n'aime pas. Moi-même, j'aime pas y penser trop, mais il faut se le dire et il faut continuer tous les jours d'aller en ce sens. C'est qu'à un moment, il faudra aussi qu'on change la façon dont on perçoit nos indicateurs et notre économie, puisqu'il faudra réduire notre consommation d'énergie. Le monde dans 100 ans, c'est pas un monde avec des montagnes de brosses à dents électriques et du plastique à usage unique de tous les côtés. Je pense qu'on le perçoit tous. Ça veut dire qu'il faudra faire évoluer nos modèles économiques. Je pense que Ladislas pourra peut-être nous en parler après.
Le pétrole, c'est bien sûr de l'énergie, mais c'est aussi du plastique, c'est aussi tout un tas de produits dérivés. Et on sait que ces produits dérivés, on n'arrive pas à les gérer et qu'aujourd'hui, ça pollue énormément. Donc demain, il faudra qu'il y en ait moins, très certainement. Et s'il y en a moins, comment on fait en tant qu'entreprise pour trouver d'autres business models? Parce que celui-là, il est peut-être voué à disparaître, en tout cas à se réduire, et on ne peut pas faire de la croissance dans un marché qui se réduit. Donc, comment on fait? Et tout ça, voilà, ça crée un grand micmac de données, en tout cas, d'informations qui nous permettent de juger les entreprises, de les observer, de bien les comprendre et de voir, voilà, de les encourager finalement à se transformer et de voir comment elles le font, tout simplement. Donc, avec beaucoup de contraintes d'un côté, mais un monde qui est pas encore mature finalement. La donnée extra-financière, c'est un sujet qui a nécessité à grandir, qui n'est pas encore mature, mais qui le deviendra. Et c'est très pertinent parce que ça crée beaucoup d'emplois, ça nous fait beaucoup cogiter et ça nous permet de voir le monde de façon très différente. Et ça compte. C'est important, je pense. Merci. Sur cette question, les indicateurs, Ladislas, si vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mais je crois que Sarah a bien raison. Parce que c'est un monde compliqué, donc on veut normer A, B, puis on est très français, on aime donner des notes, c'est notre système. Bon. Mais en même temps, on reconnaît que les entreprises sont complètement différentes, elles ont des responsabilités différentes, elles en sont à un point différent les unes des autres. La problématique de l'une ne va pas être la problématique de l'autre. Vous voyez bien que, je sais pas, la problématique d'une banque en matière d'émissions ne va pas être la même que la problématique de Total en matière d'émissions. Et donc, c'est compliqué parce que, en fait, c'est compliqué de comparer. Et donc, là, moi, ce que j'observe, si je prends un peu plus de hauteur sur la manière avec laquelle on nous voit, j'observe plusieurs choses. La première, c'est que on a développé un modèle où les investisseurs ont plusieurs manières de voir les choses. Soit ils excluent. Et vous vous rappelez, il y a des investisseurs qui disent, moi, je ne veux pas investir dans le tabac, je ne veux pas investir dans l'armement, je ne veux pas investir dans le charbon, d'ailleurs. Alors, au fur et à mesure, ça devient un peu plus compliqué parce qu'en même temps, il y a des besoins réels, fondamentaux en énergie, en l'occurrence, qui font que, après, on a une question difficile. Mais il y a cette logique d'exclusion. Et puis, il y a une logique un peu de best in class, en disant, moi, en fait, j'accepte d'investir dans tous les domaines parce que, après tout, ils sont nécessaires au développement de l'économie et s'ils existent, c'est qu'ils répondent à des besoins. En revanche, je veux n'avoir que les meilleurs. Ou il y a encore une troisième approche qui est celle du meilleur parcours, je dirais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les entreprises qui progressent le plus. Alors, peut-être qu'elles partent d'un point qui est déjà très satisfaisant, mais peut-être, mais ce qui compte, c'est en fait de les accompagner dans leurs efforts. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça dénote une vue différente pour des établissements financiers du monde. Et alors, effectivement, ils ont des outils. Et les outils, alors qui se développent énormément, et je suis d'accord qu'aujourd'hui, on n'est pas à un stade de maturité, c'est soit des outils externes à l'entreprise, soit des outils internes à l'entreprise. Les outils externes, c'est les agences de notation extra-financière qui développent un business pour aider des investisseurs à dire, attendez, vous n'avez pas toutes les ressources, comme la pauvre Sarah qui doit se taper les feuilles Excel, les trucs, et d'ailleurs, on fera des efforts pour que la lisibilité de ce qu'on va vous donner sera plus facile, parce que j'entends bien que c'est vrai qu'on s'arrache les cheveux, c'est compliqué. Et donc, ces agences de notation, elles mâchent le travail d'une certaine manière. Elles rendent un service, mais évidemment, c'est un service qui est établi sur la base de certains critères qu'elles définissent, qui peuvent être pertinents, qui peuvent ne pas être pertinents. Bon, ça, c'est les agents. Et puis, il y a des organisations qui se sont dit, tiens, on va créer des modes de reporting un peu obligatoires de façon à ce que chacun s'y retrouve. C'est par exemple la fameuse TCFD qui dit, voilà,
comment est-ce que chaque entreprise, chaque émetteur doit faire son reporting sur les enjeux climat de façon à ce que on ait toujours les mêmes aspects de l'un à l'autre, de stratégie, d'impact, de solutions, de façon à pouvoir tout de suite pouvoir comparer. Et ça se développe énormément parce que maintenant, chacun y va de son benchmark, de son standard. Il y a même un peu, j'oserais dire, une guerre des standards puisque beaucoup d'organismes supranationaux disent, voilà, nous, on va essayer de promouvoir notre standard. Et certainement, je pense, ça va se consolider au fur et à mesure du temps pour arriver à quelque chose de qualité qui permettra de comparer effectivement les entreprises. Et puis, ça, c'est le reporting externe. Puis, il y a effectivement le reporting interne, qui sont les déclarations de performance extra-financière. Donc, déjà, au sein des rapports annuels, du rapport climat que l'on fait, on doit, par exemple, on est beaucoup plus contraint à donner des informations structurées, normées de performance extra-financière. Donc, il y a tous ces outils qui permettent de noter et d'apprécier. Et puis, enfin, moi, ce que j'observe, en tout cas dans ma vie de relation avec tous les investisseurs auxquels je parle, c'est quand même qu'il y a une volonté de plus en plus forte d'engagement direct, soit bilatéral, soit multilatéral. Alors, avec des grands investisseurs, c'est plutôt on a des discussions bilatérales où vraiment on a un dialogue, mais extrêmement nourri sur tous ces aspects de ESG. D'ailleurs, il n'y a pas que sur le climat, sur la gouvernance, sur les aspects sociaux et bien sûr environnementaux, dont le climat. Mais je vois quand même le développement très, très rapide et dans les grandes institutions financières, d'équipes très professionnelles dédiées à ces sujets-là, et donc qui nous permettent d'avoir un dialogue qui est construit. Et à ce titre, alors je vois, il y a un peu une nouveauté là qu'on voit apparaître cette année. Vous en avez probablement entendu parler, c'est ce qu'on appelle le Say on Climate. Vous savez, il y a eu le Say on Pay, en disant il faut déclarer les impôts qu'on paye dans cet souci de transparence. Et maintenant, il y a eu cette idée qui émerge et qui paraît assez séduisante de dire les entreprises devraient écrire leurs ambitions en matière climatique, la manière avec laquelle elles souhaitent y arriver, ou leurs ambitions, je dirais, extra-financières en matière ESG, et soumettre pour avis ces ambitions au vote des assemblées générales des actionnaires, ce qui permet de lier à la fois les actionnaires avec les entreprises, lesquels, s'ils considèrent que la stratégie de l'entreprise n'est pas bonne, elle ne va pas assez vite, ils peuvent s'exprimer justement au travers de ces résolutions consultatives proposées aux assemblées. Et donc, c'est une tendance qui je vois, se développe et je pense qui est aussi un moyen de développer la compréhension et le dialogue entre les émetteurs et puis les investisseurs. Merci. Bon, malheureusement, le temps passe, donc la prochaine intervention sera la dernière. Monsieur Révelli, si vous avez quelque chose à ajouter sur ces indicateurs. Donc. Votre micro, monsieur. Oui, je pense que les propos sont assez complets. Moi, je voudrais ajouter un point. Alors moi, je suis un peu l'empêcheur de tourner en rond parfois, on me le reproche souvent, c'est-à-dire que j'ai une tendance à être un peu plus... Mais je pense que ça vient de mon effet expérientiel aussi sur la question depuis plus de 12 ans maintenant, 10-12 ans. Et moi, je reviens toujours à ce gap, en fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'actes, il y a beaucoup de déclarations, il y a beaucoup de communication, mais on n'arrive pas à boucher le trou. Donc moi, je me dis que pour sortir de ça, il faut sortir déjà des scores ESG. C'est-à-dire que ça, pour moi, c'est du old school. Ça ne veut plus rien dire. La manière de noter les entreprises, elle est biaisée. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez que Sustainalytics considère que Lafarge, c'est le numéro 1 dans son industrie en termes d'entreprise durable, mais que c'est une entreprise qui est controversée à outrance pour financement du terrorisme en Syrie,
ou en Libye, je ne sais plus, je crois que c'est en Syrie, et pollution de la Seine massive, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'un investisseur lambda qui ne va pas faire monter les controverses, il va regarder le score, il va se dire, tiens, Sustainalytics, ils notent bien Lafarge. Donc, ça veut dire que, bon, sur leur communication, ils font des choses bien, certainement, que sur leurs matériaux, ils ont de la durabilité, je ne sais pas, je n'ai pas mis dedans. Moi, ce que je vois, c'est que c'est une entreprise très controversée. Le cas Danone, c'est très bien aussi, parce que ça nous ramène aussi à un peu l'hyper-réalité financière. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement que Danone, c'est une entreprise qui a voté à 99,4% le statut de société à mission, et que même pas un an plus tard, la gouvernance expose en plein vol. Donc, on a beaucoup parlé du E et du S, mais on n'a pas parlé du G. Et je pense que le G, c'est juste la base. C'est-à-dire que si vous voulez voir comment une entreprise se comporte sur ses politiques environnementales et politiques sociales, il faut juste aller voir un peu mettre le nez dans la gouvernance et la structure actionnariale de l'entreprise. Donc, je pense que d'abord, il faut régler le problème financier. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire de la finance durable si on ne règle pas le problème financier et si on ne pense pas un modèle encastré, c'est-à-dire que la finance, c'est un outil qui va permettre d'être un levier de développement économique et l'économie, elle sert un projet de société. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on restera dans une financiarisation de la durabilité. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sociétés qui communiquent énormément, mais du coup, effectivement, on a peu de résultats concrets. Alors, on a des entreprises qui s'engagent et qui ont des résultats et qui poussent, mais on se dit que tant que le prisme actionnarial sera aussi prégnant sur l'entreprise, avec des pressions fortes, la transformation, on aura du mal à se faire. On l'a vu avec Manuel Faber et Danone, c'est-à-dire une volonté de transformer une entreprise vers une entreprise à mission, et in fine, le projet, je ne sais pas ce que ça va donner pour Danone, on verra si ça va être dans la continuité ou pas, mais en l'occurrence, il y a déjà une défiance de la gouvernance. Et si vous n'avez pas une gouvernance et une structure actionnariale qui vous suivent à mort sur ces questions, je pense que déjà c'est très compliqué. Donc voilà, je pense que je ne vais pas rajouter trop. Il y a la question de l'impact. Je pense que maintenant, le score ESG, c'est old school, ça ne marche plus. Donc la taxonomie, j'espère que ça va engager effectivement les régulations, ça va engager que ça va permettre de surmonter les biais de greenwashing, qu'on sera vraiment dans des activités qui sont engageantes et presque, entre guillemets, je dirais, contraignantes, et qui forcent les entreprises à y aller, parce que sinon on n'ira jamais. Et deuxièmement, la question de l'impact, je dirais que la question de l'impact, il faut que ça aille un peu plus loin. C'est très différent, je pense que les gens confondent souvent performance ESG et impact. C'est très différent de se dire, la performance ESG, effectivement, vous allez par exemple faire une enquête dans votre entreprise pour sensibiliser les salariés au tri des déchets. Le résultat, la performance, c'est de quoi? C'est que vous avez une augmentation du nombre de personnes qui va trier les déchets dans l'entreprise. Ça, c'est la performance ESG, on dira. Okay. Par contre, l'impact, c'est pas du tout la même chose. On a un impact, on a 46% des personnes qui trient les déchets. Non, ça, c'est pas un impact, c'est une performance, c'est une target. C'est un effet immédiat sur la cible. Il y a eu des moyens mis en place, et ça, c'est un effet immédiat sur la cible. L'impact, c'est de dire qu'on a augmenté le tonnage de déchets, par exemple, de 20%. Sur les actions menées par l'entreprise. Donc, on a fait, suite à des livrets de sensibilisation, des formations. Donc, on va avoir un impact sur les ODD 11, 12, 13, etc. Donc, je pense que les gens ont du mal encore à mesurer les impacts. Pourquoi? Parce que souvent, les impacts, ils les mesurent a posteriori. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gérants d'actifs qui disent « Oui, mais nous, on veut mesurer les impacts de notre portefeuille. » Mais ils ne savent même pas ce qu'ils veulent mesurer au départ. C'est-à-dire qu'in fine, le problème, c'est qu'on a un problème d'intentionnalité de l'impact. C'est-à-dire que si vous voulez mesurer un impact, il faut que cet impact il soit intentionnel, il faut qu'il y ait une vraie démarche et une volonté de savoir ce qu'on a envie de mesurer et ce qu'on veut atteindre en termes d'objectifs. Donc je pense qu'effectivement, ça, c'est les questions à se poser, c'est-à-dire l'intentionnalité de l'impact, définir les mesures qu'on va utiliser pour mesurer cet impact au fur et à mesure d'investissement et in fine pouvoir les mesurer. Donc je pense qu'il y a tout à revoir et à évoluer, donc c'est déjà en route, ça avance, il y a beaucoup de projets, on l'a dit, la régulation, les pratiques, les sociétés s'adaptent, mais je pense qu'il faut évoluer beaucoup plus vite que ça sur la question des données, parce que le problème aujourd'hui de l'ESG, je pense, c'est effectivement la manière d'évaluer les projets, les entreprises, et pour ça, il faut aller beaucoup plus loin. Merci, monsieur. Je pense qu'on peut clôturer le débat. Il y a pas mal de questions dans le chat, mais on voit la question de Titouan, donc qui est assez intéressante, qui est: peut-on à la fois accompagner la transition à la finance durable par des contraintes, c'est-à-dire des régulations, des normes, des règles, et espérer une transition volontaire motivée par une prise de conscience collective? Peut-être Sarah, ou vous parlez d'honnêteté, ou Marie-Laure, je vous vois aussi. Oui, avec plaisir, effectivement. Je pense qu'il ne faut pas voir le monde de façon noire ou blanche. Le monde est très nuancé. Il y a beaucoup d'acteurs, je pense, parce que la prise de conscience est part des individus, il y a plein de gens qui, dans leur métier, ont envie de voir les choses changer.
Et puis, il y en a d'autres, beaucoup moins. Malheureusement, le monde est fait d'une nuance d'individualité, on brasse beaucoup de mélanges, tout simplement. Donc, oui, évidemment, il faut espérer que cette prise de conscience globale, elle fasse aussi bouger les entreprises. Et ça, c'est pour ma part une croyance que j'ai, c'est-à-dire que les entreprises ne sont que l'individu et la somme de nombreux individus. Et si tous ces individus sont sensibilisés au changement climatique, se posent toutes ces questions-là, bah forcément, l'entreprise va évoluer avec. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui auront besoin, en fait, que ce soit la réglementation qui fasse le travail pour les pousser à changer. Pourquoi? Parce que, bah, d'abord, peut-être parce que c'est pas facile de se projeter à 20, 30 ou 50 ans. Je pense que quand on sait même pas quel temps il va faire la semaine prochaine, se demander comment va être le monde dans 20 ans et être capable de modifier des choses aujourd'hui dans son comportement pour dans 20 ans, c'est très difficile, tout simplement. Et voilà, je suis partisane de surtout pas lancer la pierre à ceux qui ont du mal à changer parce que le changement, c'est pas quelque chose de facile. Il y a aussi effectivement le fait que, bah, on peut rentrer dans un certain déni parce que les enjeux sont graves et qu'ils font peur, tout simplement. Et c'est plus facile de nier l'arrivée de quelque chose de compliqué plutôt que de l'accepter et de changer. Vous savez, je pense que n'importe quelle, j'ai été fumeuse pendant très longtemps. Et bien, pendant toutes les années où j'ai fumé, j'étais intimement convaincue que je ne mourrais jamais de la cigarette. Pourtant, si on regarde les statistiques, c'est clair que la cigarette tue, il n'y a pas de doute. Pourtant, comme elle va me tuer dans longtemps, c'est pas grave, et puis je m'en rallume une autre. C'est très difficile d'accepter ça, de ne pas être dans le déni, et donc du coup d'essayer, c'est un vrai travail qui est quasiment spirituel, en fait, qui part des individus, qui est un travail de prise de conscience. Et donc, bien sûr, chacun a son niveau de spiritualité, de prise de conscience. Donc, pour certains, il faudra des réglementations pour pousser le mouvement. Je pense que pour beaucoup de gens, j'ai foi en l'humain, donc je pense que pour beaucoup de gens, le changement, il est en marche dans la tête. Et à partir de là, les choses vont changer aussi. Et à partir du moment où on accueille le changement et qu'on accepte que le changement est partout dans la vie, que l'adaptabilité, c'est la première règle dans la nature. Et donc, on ne sait même pas qu'on fait partie de la nature. Nous sommes la nature, on reste qu'un simple animal, très intelligent certes, mais on est la nature. La nature est capable de s'adapter. L'humain doit être capable de s'adapter à ces défis-là et pas attendre qu'il soit trop tard, tout simplement, ou en tout cas que ce soit notre système économique, notre équilibre, la qualité, le bien-être qu'on a dans nos sociétés modernes, qui soit mis à mal parce qu'on n'aura pas été capable d'agir à temps. Et ça nous coûtera très cher, ça coûtera très cher aux générations futures, ça n'a pas d'intérêt d'en arriver là. Donc ça, voilà, c'est un travail individuel et il faudra les deux, évidemment, pour répondre simplement à la question. Merci beaucoup, Sarah. Du coup, on va bientôt arriver à la fin de la table ronde. On souhaitait tous vous remercier pour la richesse de points de vue que vous avez apporté donc à ce débat. Je vais me permettre donc de faire peut-être une petite conclusion pour clore cette table ronde. Donc, on remarque bien qu'il y a une urgence, mais qui doit être traitée de manière méthodique. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Révelli, à travers la gouvernance, une gouvernance qui serait donc plus encastrée avec le modèle financier. On relève aussi la question de la sincérité. Donc, tous ces changements doivent être émis avec une certaine sincérité et une honnêteté. Et pour cela, ce progrès doit être donc accompagné doit accompagner les entreprises vers ce progrès donc méthodique, en créant donc une liaison avec les investisseurs et les entreprises. Pour répondre aussi à l'enjeu de la finance durable, nous vous invitons à suivre les autres tables rondes qui porteront donc sur la place des femmes dans la finance et pour finir à 17h, la finance décentralisée. Merci à vous pour votre participation. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Très bonne Merci, journée. bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.